Le cannabis a été légalisé en grande partie pour protéger la santé du public. Le docteur Robert Perrault en discute avec des experts. Bonjour. Bienvenue dans ce second segment de ma conversation avec Hubert Marceau, chimiste chez Phytokemia à Saguenay. Hubert, aujourd'hui, nous allons aborder la question du cannabis inhalé, c'est-à-dire fumé dans des joints ou vaporisé. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? On va parler on va parler ici de combustion versus vaporisation. En fait, on va parler de vaporisation lorsqu'on a un meilleur contrôle ou qu'on essaie d'éviter la dégradation thermique, la pyrolyse, en fait, de certains composés. Quand on va parler d'une combustion, comme un peu un joint ou une cigarette, en fait, le fait que la combustion soit moins contrôlée, c'est quand même un processus qui est peu contrôlé, va créer beaucoup d'éléments de pyrolyse, des HAP, des suies, des produits du carbone qui sont un peu plus lourds, qui vont généralement avoir des effets quand même très, très mauvais sur les poumons, donc qui vont être les principaux facteurs du cancer du poumon, par exemple. Lorsqu'on va parler d'une vaporisation, on va plus parler d'une combustion un peu contrôlée. Donc, on va essayer d'éviter qu'il y ait une chaleur suffisante pour créer de la pyrolyse, donc la dégradation des composés, mais suffisante pour avoir une vaporisation, donc d'amener les composés à leur point d'ébullition pour les vaporiser, les aspirer. Donc, on va parler peut-être d'une vapeur un petit peu plus propre dans le cas d'une vaporisation. Est-ce que si on analyse un échantillon de fumée après pyrolyse, puis un nuage de vapeur, on retrouve les mêmes produits en concentration moindre ou s'il y a moins de produits dans un que dans l'autre? Sans avoir nécessairement de chiffres à l'appui de façon globale, quand on va parler d'une pyrolyse, on va parler d'une dégradation un peu moins contrôlée. Donc, on va parler de beaucoup de sous-composés de dégradation qu'on ne retrouvera pas dans la vaporisation. Comme je l'expliquais, des composés un peu plus agressifs, si on veut, de dégradation, des suies, des fumées, tandis que dans le cas d'une vaporisation, c'est un petit peu plus propre, si on veut. Est-ce que la pyrolyse aussi dégrade le THC et le CBD dans le produit qu'on brûle? J'assume que oui. Par contre, je n'ai pas de chiffre pour le prouver. Donc, on s'en méfie un peu plus. Oui, ça, c'est beaucoup mon opinion. Et je crois que de façon globale aussi, les gens vont tendance à préférer la vaporisation à la combustion sous forme de... Est-ce que les odeurs dégagées par les deux processus sont les mêmes? Pas nécessairement, parce que dans la pyrolyse, on va produire par contre des créosoles, par exemple, qui vont avoir des odeurs un peu plus fumées, tandis que dans la vaporisation, ces composés-là n'ont pas nécessairement le temps de se produire. Donc, l'odeur va effectivement changer aussi. Parce qu'on voit souvent que la vaporisation est recommandée pour réduire la nuisance, par exemple. On pense aux gens qui habitent dans des logements multiples. C'est vrai, cette observation-là? Oui, effectivement, dans le fond, c'est un peu le même principe qu'une vapoteuse, dans le fond. Moins on dégrade de produits, moins on met de composés dans l'air, moins il va y avoir de nuisance, si on veut. Par contre, ce qu'il faut être conscient, c'est que, pour revenir un peu sur le sujet des terpènes, qui sont généralement les composés qui vont produire l'odeur, leur point d'ébullition, leur point de vaporisation est quand même inférieur à celui des cannabinoïdes, qui sont ceux qu'on désire avoir pour l'effet. Donc, si on vaporise du cannabis dans le but d'avoir les cannabinoïdes, c'est certain qu'on va vaporiser l'odeur du cannabis aussi. Ah, je comprends. C'est intéressant et en même temps, ça soulève la question de ce que l'on vaporise. Quand on regarde ce qui est proposé sur le marché, il y a des vaporisateurs qui utilisent des huiles et il y en a d'autres qui vont vaporiser l'herbe. Parlons des huiles en premier. Est-ce que ce sont des produits purs ou si on y ajoute quelque chose? Quand on va parler, il y a deux types d'huiles en fait qu'il faut distinguer. Il y a les huiles diluées, donc on va retrouver par exemple qui vont être des cannabinoïdes dissous dans des huiles végétales ou des huiles des medium chain triglycérides, les triglycérides à chaîne médium, à chaîne moyenne,
ou des huiles de coco, par exemple. Et il va aussi avoir les huiles, comme on entend l'huile de hache, par exemple, ou ce genre de produits-là, qui sont en fait des concentrés. Donc, les deux sont quand même diamétralement opposés parce qu'un est un produit dilué, tandis que l'autre est un concentré. Lorsqu'on va parler d'huile de hache, qui est un concentré, ce genre de composé-là, en fait, on va éliminer toute la partie un peu solide, si on veut. Donc, on va éliminer tous les résidus cellulaires du cannabis, donc toutes les parois de cellulose et compagnie, pour ne garder que certains composés un peu plus légers, par exemple les chlorophylles dans certains cas, ainsi que les terpènes et les cannabinoïdes. Donc, la combustion de ces composés-là est généralement plus propre qu'une combustion d'une plante qui va avoir justement beaucoup de cellulose, beaucoup de composés inflammables à l'intérieur. Mais la concentration est plus élevée. La concentration est aussi plus élevée, donc on doit généralement en consommer moins. Et ce n'est pas ce qui est présentement vendu non, à la SQDC? À la SQDC, ce composé-là n'est pas présentement en vente. Là, on attend voir si Santé Canada va éventuellement émettre des directives par rapport à ça. Par contre, certains patients vont préférer cette méthode-là, donc vont faire leurs propres extraits, généralement avec l'aide de ressources spécialisées qui vont être capables de les diriger dans la fabrication de ce genre de concentré. Et qu'est-ce qui arrive après? Là, je vois sur le marché illégal, par exemple, des choses qu'on appelle comme le wax ou le shatter. Est-ce que c'est une concentration encore plus avancée de ces huiles-là? Oui, en fait, ici, la différence entre les types, on va parler de wax, on va parler de shatter, on va parler de rosin, c'est beaucoup plus la méthode de production. Donc, quand on va parler de shatter, souvent, ça va être fait avec du butane, par exemple, ou un solvant non polaire. Les rosines vont être faites par pression à chaud. Donc, c'est simplement des moyens de production différents, mais qui vont donner des produits dans des gammes sensiblement similaires de cannabinoïdes. OK. Alors, revenons de l'autre côté des huiles, c'est-à-dire les huiles qui, elles, ne sont pas purement l'extraction de la plante. Là, c'est mélangé avec autre chose. Oui, là, dans le fond, c'est mélangé avec de l'huile végétale, en fait, comme on peut utiliser en cuisine, par exemple. Dans le cas de la vaporisation de ces composés-là, et dans le cas de la vaporisation de l'herbe aussi, on doit utiliser un vaporisateur à haute température. Dans le fond, la vaporisation, comme les vapoteuses, souvent la température de ces instruments-là n'est pas suffisante pour faire une bonne vaporisation des cannabinoïdes. Donc, on va parler de vaporisateurs comme les e-nail ou les Volcano, qui sont des marques sur le marché, entre autres. Ça, ce sont des produits, généralement, qui se vendent cher et qui sont offerts beaucoup pour les gens qui utilisent le cannabis à des fins thérapeutiques, j'imagine. Oui, exactement. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres formes? On a vu sur le marché des vapoteuses qui ont l'air des stylos, comme ça, et j'ai été l'année passée à une foire industrielle pour essayer de comprendre le marché, et il y avait des gens qui vendaient ces choses-là avec des petits modules jetables, j'imagine, qui contenaient de l'huile. Alors ça, c'est l'huile dont on vient de parler, là, mélangée avec de l'huile minérale, par exemple. Ce qu'il faut être conscient lorsqu'on va parler de vaporisation, et c'est contraire à certaines informations qu'on retrouve sur Internet, c'est que le point d'ébullition des cannabinoïdes, en fait, tourne autour de 400 à 450 degrés Celsius. Ce qui est au-delà de la température que peuvent atteindre la plupart des produits utilisés à des fins de vapotage là, de nicotine, par exemple. On voit beaucoup apparaître des chartes qui indiquent que le point d'ébullition, par exemple, c'est de 137 ou 150. Faut être conscient que les points d'ébullition qui sont sur ces chartes, en fait, sont issus de la littérature et les études qui ont pris le point d'ébullition l'ont fait à pression réduite parce que des points d'ébullition à 400, c'est plus complexe à prendre. Donc, quand on fait des prévisions physiques à partir d'algorithmes mathématiques sur les points d'ébullition des cannabinoïdes, on tourne autour de 400 à 450. Donc, il faut avoir... Degrés Celsius. Degrés Celsius, exactement. C'est chaud, ça. Oui, c'est quand même assez chaud. Donc, pour avoir une bonne vaporisation de ces composés, il faut avoir des instruments aptes à atteindre ces températures. Et si la vaporisation n'est pas optimale, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas vraiment de danger à avoir une vaporisation suboptimale, outre qu'il y a moins de produits qui sont délivrés par inhalation
Donc, l'extraction, si on veut, par exemple, avoir une extraction de plus de CBD ou de plus de THC, il y en a juste moins qui est extrait de la plante. Exactement. Sans risque additionnel. Il n'y a pas de risque additionnel parce qu'à la limite, on diminue le dosage. Puis est-ce que le THC et les divers CBD ou CBD et les autres cannabinoïdes sont extraits aux mêmes températures? Lorsqu'on va parler d'extraction par vaporisation? Par vaporisation. Sont dans une gamme de température d'environ 100 degrés. C'est sûr que ce sont tous des molécules différentes, donc avec des propriétés physiques différentes. Mais généralement, comme je disais, on va parler de 450, disons 350 à 450 degrés Celsius, en théorie, évidemment. Et tout ça avec moins de produits qui sont néfastes pour la santé ou irritants pour les bronches. Effectivement. Mais il en demeure pas moins qu'il y a encore de ces produits-là. J'imagine qu'il faut rester vigilant. Oui, il faut quand même rester vigilant. C'est sûr que 400 degrés Celsius, c'est quand même très près des températures de combustion. Donc, il risque quand même d'avoir des processus de pyrolyse. Souvent, on va parler d'une pyrolyse complète autour de 500, 550 degrés Celsius. Donc, on est quand même très près des températures. OK. J'ai une dernière question, toujours au sujet de ces instruments-là. Est-ce qu'il y a une différence entre les instruments de vaporisation pour le tabac et ceux pour le cannabis? Oui, dans la mesure où souvent, quand on va aller chercher des instruments de vaporisation pour le tabac, on va parler d'un mélange de polyéthylène-glycol et de glycérine. Donc, un mélange qui est généralement azéotropique pour diminuer le point d'ébullition, des saveurs, ainsi que de la nicotine, qui a un point d'ébullition et donc de vaporisation très en deçà de ceux des cannabinoïdes. Donc, ces équipements peuvent faire, à la limite, pour la vaporisation des cannabinoïdes, mais ne sont pas optimisés pour. Donc, sont très, très suboptimales. Écoutez, ça fait beaucoup de choses à apprendre pour le commun des mortels et c'est quelque chose qui va devoir être mieux expliqué plus souvent, je pense, à mesure qu'on va essayer de comprendre la différence entre l'utilisation pour le tabac, qui est soumis à la loi sur le tabac, et l'utilisation pour le cannabis, qui est toujours soumis à la loi sur le tabac, mais qui éventuellement va probablement être réglementé spécifiquement pour le cannabis. Je vous remercie beaucoup là-dessus. Ça me fait plaisir.